Le sens et repères d'aujourd'hui va porter sur un thème qui revient fréquemment dans l'esprit des managers et qui n'est pas toujours d'une grande simplicité à mettre en œuvre, c'est la délégation. Alors, il y a déjà quelques temps, il y avait eu un sens et repères sur la notion de singe. Et le singe, c'était quoi? C'était la délégation ascendante, c'est le collaborateur qui demande à son patron de prendre une mission qui lui incombe. La délégation, c'est le sens contraire, c'est le manager qui va mettre un ou plusieurs de ses collaborateurs en situation de responsabilisation sur une ou plusieurs de ces sujets. La première question à se poser quand on parle de la délégation, c'est pourquoi le manager est amené à déléguer un certain nombre de ses tâches à un de ses collaborateurs. Et là, il y a deux raisons majeures qui peuvent nous amener à déléguer. La première, c'est face à la masse des choses que nous avons à traiter en tant que manager, certaines sont plus importantes que d'autres, certaines sont très attendues par notre propre patron, et la simultanéité des tâches à un moment donné peut faire que on ne peut pas tout absorber. Et donc, la première question pour déléguer, c'est est-ce que ce que je suis en train de faire contribue à l'atteinte d'un de mes objectifs prioritaires? Si la réponse est oui, on a tout intérêt à continuer à travailler dessus. Si la réponse est non, on peut se poser la question de est-ce qu'on a intérêt à y mettre de l'énergie? Et là, la question de la délégation va commencer à se poser. Parce que si ça ne contribue pas à l'atteinte d'un de mes objectifs prioritaires, peut-être que j'ai intérêt à demander à un de mes collaborateurs de le porter. Vous avez tous peut-être déjà entendu parler de la matrice d'Eisenhower, distinguer l'urgent de l'important. Et là, elle va prendre du sens par rapport à cette question, puisque si c'est urgent et important pour atteindre un de mes objectifs prioritaires, j'ai intérêt à le faire. Si c'est urgent mais pas important, c'est là que j'ai intérêt à déléguer à un de mes collaborateurs la tâche à accomplir. Si au contraire, c'est important mais que c'est pas urgent, je vais la planifier. Et si c'est ni urgent ni important, j'ai tout intérêt à attendre. De fait, la matrice d'Eisenhower, elle a une forme d'utilité pour nous permettre de segmenter nos tâches, nos missions, nos sujets et d'arriver à pouvoir les organiser. Et donc, puisque un des cadrans de cette matrice, c'est la délégation, de pouvoir y recourir le moment venu de la meilleure des façons possibles. Donc la première question à se poser, c'est est-ce que ce que je suis en train de faire contribue à l'atteinte d'un de mes objectifs prioritaires? La question qui sous-tend celle-ci, c'est est-ce que je connais mes objectifs prioritaires? Et là, ça renvoie à une certaine discussion à avoir avec notre patron, parce que si on ne les connaît pas, ça ne va pas être simple de savoir à quoi on consacre notre énergie. La deuxième question que l'on peut se poser pour déléguer, c'est sur quoi je souhaite faire grandir mes collaborateurs. Et faire grandir nos collaborateurs, la délégation, c'est un formidable moyen pour y parvenir. Donc on a bien deux questions qui peuvent nous amener à travailler la délégation, celle de mes objectifs prioritaires, celle de faire grandir nos collaborateurs. On va éviter les délégations poubelles du style « cette tâche-là, j'aime pas l'accomplir, je m'en débarrasse en la confiant à un de mes collaborateurs ». C'est pas une bonne option, même si parfois on peut avoir une forme de tentation. Un autre élément important à considérer en matière de délégation, c'est que fréquemment, on fait du 1 pour 1. Je vais prendre un exemple. Je dois partir en vacances, il faut que je délègue ma charge de travail à quelqu'un dans mon organisation et on a une propension naturelle à la déléguer à une seule et même personne. Alors là même qu'on pourrait peut-être déléguer à 3 ou 4 personnes différentes une partie de nos missions. On pourrait tout à fait dire, le management de l'équipe, je le confie à Monsieur X, l'organisation des projets, je la confie à Madame Y, la gestion économique et financière de la business unit ou du département, je la confie à une troisième personne. Et ce faisant, plutôt que de faire un gros morceau qu'on va envoyer sur une seule et même personne, en général, on choisit toujours la même personne, qui plus est, et ça c'est un autre danger sur lequel je vais revenir en matière de délégation, de pouvoir tronçonner notre charge, cette délégation, en plusieurs sous-délégations qu'on va confier à des personnes différentes. Un, c'est ne pas les exposer au danger, c'est leur donner l'opportunité de les essayer sur une dimension, et puis parfois de faire une rotation. Celui ou à celle à qui on a confié la partie management lors d'une précédente délégation, peut-être que cette fois-ci, on peut lui confier la délégation qui va être liée au commerce, qui va être liée à la gestion, qui va être liée à l'organisation, et ainsi, de pouvoir tester la personne et la faire grandir sur différentes dimensions à différents moments. Ça, c'est un élément important.
Une autre considération que nous pouvons avoir en matière de délégation, c'est de ne pas toujours déléguer à la même personne. En fait, souvent, on prend la même personne pour déléguer, qui est celle en qui on a confiance, celle qui rechigne pas à la tâche. Le problème, c'est que cette personne-là, on risque de l'épuiser. 2, si elle est très bonne, à un moment ou à un autre, elle va être promue, et donc elle va échapper à notre sphère de pouvoir, donc sphère de délégation. Et ce jour-là, on sera bien embêté, parce que celui ou celle sur lequel on s'appuyait régulièrement, eh bien, il n'est plus là, il ou elle n'est plus là. Et donc, comment on fait? Et ça pose une question, c'est, mais est-ce qu'on peut déléguer à quelqu'un qui n'a pas envie, et ou à quelqu'un qui ne sait pas faire? Et la réponse, elle est clairement oui. Tout dépend du degré d'accompagnement que je vais y mettre. Quelqu'un qui sait faire et qui a envie, on va être dans une délégation plutôt d'accompagnement, de facilitation, avec du contrôle a posteriori. On ne va pas nécessairement devoir être en marquage à la culotte, si vous me pardonnez l'expression. Quelqu'un qui ne sait pas faire, eh bien, il va falloir qu'on l'accompagne, il va falloir qu'on lui donne de l'input de compétences, il va falloir qu'on lui donne des repères pour qu'elle grandisse. Mais c'est ça aussi, faire grandir notre collaborateur, c'est lui apporter à un moment des compétences supplémentaires. Si c'est quelqu'un qui n'a pas envie de faire, il va falloir aussi accompagner, mais il va falloir accompagner par la mobilisation, par le fait qu'on va régulièrement s'assurer qu'il ne met pas de côté le sujet au profit d'un autre. Donc on est dans un accompagnement qui est plus proche, qui est plus en proximité, qui est plus de l'accompagnement continu, là où précédemment on était dans l'accompagnement a posteriori. Et puis il y a celui qui ne sait pas faire, qui n'a pas envie de faire, et pour autant, nous considérons que c'est important de le faire grandir sur cette tâche-là, sur cette mission-là. Et là, on va être dans un accompagnement beaucoup plus fin, beaucoup plus serré, entre guillemets, a priori, où on va le faire réfléchir, on va construire avec lui ou elle la première étape, et puis on va lui demander de l'implémenter avant de passer à l'étape suivante. Donc vous voyez, on peut déléguer, même à quelqu'un qui ne sait pas faire et qui n'a pas envie de faire. C'est toute la problématique, c'est dans la mécanique d'accompagnement. Dans l'assurance, on appelle ça le principe de précaution. Plus le risque est important en aval, plus je m'en prémunis en amont. En délégation, c'est la même chose. Plus le risque est important en aval, plus je vais m'en prémunir en amont par la dynamique d'accompagnement que je vais y associer. Si j'ai un risque en aval important en termes de compétences ou d'envie, eh bien je vais accompagner au départ, je vais serrer le jeu au départ dans ma délégation par la logique de l'accompagnement. La question importante à se poser lorsque l'on délègue, c'est est-ce que mon collaborateur, et en général c'est souvent le cas, est déjà suffisamment staffé et qu'est-ce que je vais lui demander de laisser tomber à cet instant pour pouvoir absorber la tâche que je lui confie. Si nos collaborateurs sont staffés entre 95 et 110%, ça veut dire que leurs journées sont globalement bien occupées, il est essentiel pour ne pas les mettre en surchauffe, de leur demander de laisser tomber quelque chose, voire de le déléguer à un de leurs collègues ou à un de leurs propres collaborateurs, si eux-mêmes sont en position managériale. Donc on a cette question à se poser de, est-ce que quand je délègue quelque chose à quelqu'un, j'ai bien été vigilant à lui demander de mettre de côté autre chose. À un moment, j'ai eu un patron qui, moi, m'a demandé de prendre j'étais dans un monde d'agence, dans le domaine du travail temporaire, et j'avais une collègue qui avait eu un léger accident de voiture, mais qui faisait qu'elle ne pouvait pas travailler. Et il m'avait demandé de prendre son agence. Donc le matin, j'étais dans l'agence dont j'étais le directeur, et l'après-midi, je devais travailler dans son agence à elle. Et j'ai dit à mon patron, qu'est-ce que je laisse de côté? Parce que je ne peux pas être à la fois dans mon agence et dans la sienne, je ne peux pas dupliquer mon énergie, je n'ai pas le don d'ubiquité. Et on a vu un débat assez costaud à l'époque, parce que pour lui, c'était en plus. Mais je dis non, je peux pas maintenir 100% de mes objectifs en n'ayant que 50% de mon énergie dédiée à mon agence. Il faut qu'on fasse des arbitrages. Et c'est là où j'ai vraiment pris la mesure que déléguer, c'est véritablement ajuster aussi par rapport aux missions de la personne son énergie pour qu'il puisse se focaliser. Si on se pose maintenant la façon dont on va s'y prendre pour mener un entretien de délégation, on va, comme dans tous nos entretiens de management, commencer par un accueil positif. Je vous rappelle que l'accueil positif, il faut savoir le doser, donc en fonction du sujet, de la personne et des circonstances. On va faire une annonce de la délégation sous le mode d'un objectif SMART, donc je vous rappelle, spécifique, mesurable, ambitieux, mais néanmoins réaliste,
est fixé dans le temps. On va s'intéresser à la façon dont le collaborateur mettrait en œuvre cette délégation en lui demandant comment selon lui il s'y prendrait en fixant le cadre. C'est ça qui va nous permettre véritablement d'arriver à visualiser ses capacités, sa compétence et son envie de s'accaparer le sujet. Donc on va écouter de façon très réceptive et constructive avec lui, on va caler notre aide et notre modalité d'accompagnement par rapport à ça, ce qui va nous amener ensuite à élaborer un plan d'action concret de mise en œuvre de cette délégation au travers des modalités d'accompagnement que nous allons devoir mettre en place pour pouvoir mener à bien et à terme cette délégation. Et enfin, on va annoncer les éléments de contrôle, c'est-à-dire est-ce que je vais plutôt contrôler a posteriori. Je vous rappelle que pour quelqu'un qui est motivé et compétent, il n'a pas forcément besoin que l'on soit très proche de lui. Si nous, par contre, on a des nécessités de remonter de l'information, c'est-à-dire d'avoir des éléments de contrôle intermédiaires, il faudra lui donner du sens, sinon il va avoir le sentiment qu'on ne lui fait pas confiance ou qu'on est en train de le fliquer. Pour quelqu'un qui est peu motivé ou qui n'est pas assez motivé ou pas assez compétent, on va faire plutôt du contrôle continu au fil de l'eau. Et enfin, quelqu'un qui est ni motivé ni compétent, mais à qui néanmoins on veut confier cette délégation, on va être plutôt dans une construction et un accompagnement a priori vraiment très en amont. Je vous rappelle le principe de l'assurance dont j'ai parlé il y a quelques instants. Le dernier point sur lequel j'aimerais attirer votre attention en matière de délégation, c'est la notion de la confiance. On ne délèguera jamais à quelqu'un en qui on n'a pas confiance. Donc, nos collaborateurs, en règle générale, il vaut mieux leur faire confiance, c'est quand même souhaitable si on veut pouvoir les accompagner et les développer au quotidien, et puis même dans leur mission de production. La confiance, elle se donne a priori, quitte à l'enlever si la personne ne s'en montre pas digne. On a déjà eu l'occasion de parler de ce sujet-là dans une précédente vidéo. Mais il est essentiel, de faire confiance, puis d'ajuster notre délégation en fonction à la fois de la motivation et de la capacité, et donc de la compétence de notre collaborateur à la mettre en œuvre, de s'assurer de sa disponibilité pour pouvoir absorber la tâche, et à partir de là, techniquement parlant, on doit pouvoir déléguer avec efficacité. Le dernier point, c'est on ne délègue pas le contrôle de la délégation à celui à qui on la confie, il faut la déléguer à quelqu'un d'autre, et dans tous les cas de figure, nous restons responsables du résultat. Alors j'espère qu'avec ce sens et repères d'aujourd'hui autodélégation, vous aurez haussé votre niveau de jeu sur ce sujet. Je vous souhaite une bonne mise en œuvre et de bonnes délégations, avec surtout beaucoup de succès à l'arrivée. Au revoir, à très bientôt.